Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions Jean-Claude Lattès, présentent La guerre des trois Henri, tome 2, La guerre des amoureuses, de Jean Daillon, interprété par Laurent Charpentier. Mantoue, mi-mars 1586. Enroulé dans un grand manteau écarlate rapiécé, coiffé d'un bonnet cramoisi surmonté d'une interminable plume de coq rouge, le visage dissimulé sous un masque de cuir, au nez démesuré, Francesco Andreini, un colosse à l'embonpoint prodigieux, s'avança d'un pas majestueux pour faire une révérence au marquis de Gonzague, assis sur un fauteuil au-devant de la scène. Le comédien salua ensuite l'épouse du marquis, puis le vice-podestat, tout vêtu de noir, et enfin les gentilshommes et les nobles dames de la cour de Mantoue. D'une voix de stentor, lissant son énorme moustache d'une main et brandissant une courte rapière de bois de l'autre, il déclama « Je suis le capitaine Spavento, l'endiablé. Très grand bravache, très grand frappeur, très grand tueur, dompteur et dominateur de l'univers, fils de la foudre, parent de la mort et ami très étroit du grand diable d'enfer. Je suis la crainte, la terreur, l'épouvante et la panique des Turcs. » La scène de planche, magnifiquement décorée de tentures et de rideaux, avait été dressée dans la plus grande des deux salles du Castello di San Giorgio, au plafond peint et aux murs couverts par les grandes toiles que le Tintoret avait réalisées pour le marquis. Fameuse troupe de comédiens, dont la devise était « Virtu, fama ed honor nefer gelosi ». Les gelosi se trouvaient à Milan, quand Flaminio Scala, que ses proches appelaient Flavio, avait reçu l'invitation du marquis de Mantoue, Guglielmo Gonzaga. Pour l'anniversaire de la marquise, il leur demandait une représentation extraordinaire. Bien qu'il eût d'autres engagements, Flaminio Scala, fondateur et régisseur de la troupe, ne pouvait refuser tant le marquis de Mantoue était réputé pour sa générosité et pour son amour envers les artistes. Il avait pourtant demandé leur accord à Isabella Andreini, qui écrivait les canevas des spectacles, et à son mari Francesco, ainsi qu'aux autres membres de la confrérie. Tous avaient accepté de se rendre à Mantoue. Ils profiteraient ainsi du voyage pour répéter avec le nouveau venu dans la troupe. Issu de la troupe des Desiosi, l'autre grande compagnie théâtrale d'Italie, il jouait Dottore, remplaçant un des comédiens terrassé par une fièvre fulgurante. Flaminio Scala, en choses trop larges et chemise pendante à mi-cuisse, le visage caché par le masque de cuir de Pantalone qui laissait sa bouche découverte, arriva sur la scène par une découpe du rideau du fond. Désignant d'un bras tendu le capitaine Spavento, il s'exclama dans un ricanement « Tu es surtout la crainte, la terreur et l'épouvante des puces et des poux !» La salle s'esclaffa, tandis que Dottore, vêtu de la longue robe noire des médecins, entrait à son tour suivi de son fils Zanni, un beau jeune homme aux cheveux bouclés. D'une démarche chaloupée, il s'approcha de Pantalone pour lui donner un soufflet avec son pied gauche. Pantalone s'écroula dans une cabriole alors que l'assistance riait de plus belle. Le marquis et la marquise, au premier rang, avec le vice-podestat et le chancelier, pleuraient tellement de rire que les comédiens eux-mêmes étaient pris par instants d'un fou rire incontrôlable. « Capitaine Spavento, vous avez dû accomplir des exploits grandissimes », déclara le dottore en s'inclinant avec une emphase servile, pendant que son fils, Zanni, faisait d'insolentes grimaces à la marquise de Gonzague. « Archi grandissime dottore, si tu savais combien cette main a laissé de spadassin en chemin, tu serais épouvanté, répliqua l'autre, épée de bois brandie.
À ces mots, Pantalone se redressa comme un ressort pour se précipiter sur le dottore. Les deux barbons roulèrent au sol en s'écharpant et en se donnant quantité de bruyants soufflets, tandis que Zani essayait d'aider son père et que le capitaine Spavento, terrorisé par la rixe, reculait sous les cris et les larmes de rire de l'assistance. Comme cette confusion était à son comble, le rideau de scène s'écarta, et des comédiens en habit de valet entrèrent, qui avec une viole, qui avec une boîte à musique, qui avec un tambour. En chantant et dansant, ils entamèrent une ronde tourbillonnante autour des deux vieillards, qui continuaient à s'écharper. Soudain le silence se fit. D'une fente dans le rideau, un joli minois venait d'apparaître, l'air inquiet, étonné. Puis le rideau entier s'écarta, et Isabella Andreini, dans la vie épouse de Francesco, le capitaine Spavento, entra en scène. Comme toutes les femmes comédiennes, elle n'avait pas de masque. Cela aurait été d'ailleurs dommage tant elle était éblouissante. Brune, ses cheveux négligemment repliés sous un grand bonnet, d'une belle taille, la gorge plantureuse à peine dissimulée sous 2 ou 3 zones de gaz, des yeux d'une singulière expression. Isabella était d'une perfection qui provoquait des exclamations d'admiration. À 25 ans, sa réputation n'était plus à faire, tant en Italie qu'en Espagne ou en France. Non seulement sa beauté était stupéfiante, mais c'est elle qui écrivait les spectacles des Gelosi et qui en composait la musique. Elle avait aussi publié plusieurs recueils de poèmes très réputés. Toutes les cours d'Europe invitaient les Gelosi pour la rencontrer. « Capitaine Spavento, c'est mon ancien amant qui revient », minauda-t-elle, alors que les deux vieillards cessaient leur rixe. « Ton amant? Mais il revient pour moi ?» lança une voix claire. Une charmante jeune fille entra à son tour, un panier au bras. Un air de vierge blonde, de grands yeux bleus pleins d'effronterie, une peau éblouissante, une taille souple et des dents d'ivoire. C'était Gabriela Cabrera, la seconde dame de la troupe, dans le rôle de Zerbinette. « Que dis-tu? Va plutôt t'occuper de tes marmites, » lui ordonna sèchement Isabella. « Vas-y toi-même, fournaise de luxure !» éclata Zerbinette en posant son panier et prenant la salle à témoin. « Approche-le !» lança fièrement Isabella, en désignant le capitaine Spavento, qui prit un air avantageux. « Et je te casse la caboche !»« Essaie, je te fracasserai la tête et la cervelle !» répliqua Zerbinette, les poings en avant alors que les deux vieillards simulaient la terreur en se serrant l'un contre l'autre. « Que le chancre me mange si je ne te coupe pas la chair et les os !» menaça Isabella en sortant un grand couteau de théâtre qui fit rire le public. « La putain galeuse me menace !» s'exclama Zerbinette, les mains sur les hanches. « Babillage de femmes, je vous aime toutes deux, fit Spavento, s'avançant d'une démarche chaloupée. « Tu m'aimes vraiment ?» lui demanda tendrement Isabella, toujours le couteau à la main. « Comme le jambon, confirma-t-il avec un air abruti en essayant de l'enlacer. « La vérole vous étouffe, cria Zerbinette, alors que le dottore, qui tentait de la calmer, recevait un violent coup de pied qui l'envoyait rouler et faisait éclater la salle en hurlements de rire. « Retire-moi, Spavento, ou je laisse Transine !» vociféra Isabella en brandissant le couteau. « Paillasse pourri !» répliqua l'autre en s'efforçant de retenir un fou rire involontaire. « Prends ça et crève !» Isabella envoya un coup de couteau à Zerbinette, qui resta un instant paralysée, stupéfaite, avant de s'écrouler, le ventre ensanglanté.